Salut à tous, c'est Lies et Kadi et vous êtes bien sur Fréquence 6, le podcast qui aborde des sujets de société à travers la pop culture. Salut les Frequencies! J'espère que vous allez bien. Alors tout d'abord, n'hésitez surtout pas à vous abonner, à liker, à partager et surtout on vous renvoie sur le premier épisode là où on vous explique un petit peu notre démarche, notre retour, tout ce qu'on a travaillé pour que ce podcast vous plaise comme il nous plaît à nous. Donc n'hésitez surtout pas à aller cliquer sur le premier épisode. Donc pour ce deuxième épisode, on va parler du film One of Them Days, donc un film de Issa Rae dont je suis une grande fan. Voilà, m'a même inspiré ma coupe de cheveux aujourd'hui. Ah ouais, c'est vrai? Ah ouais, non mais j'aime cette femme. Fan inconditionnel, je pouvais témoigner, fan inconditionnel de Issa Rae. Donc il faut savoir que c'est un film qui n'est pas sorti en France, mais qu'on a eu la chance de visionner à la Brown Sugar Days. Donc on remercie l'équipe. Merci à vous encore. Brown Sugar, merci beaucoup pour tout ce que vous faites pour nous, voilà, pour toutes les personnes. C'était trop bien cette année en plus. Ah oui, moi c'était ma première bien. Brown Sugar. Oh, j'ai kiffé. Okay. Ah, t'as kiffé? Ouais. C'est l'événement incontournable parisien. Ouais. Et pour le coup, c'est une démarche effectivement qui est née de ça. C'était comme il l'expliquait d'ailleurs, le fait que certains films ne sortent pas en France. Et donc voilà, moi je trouve que c'est génial qu'on ait pu voir ce film. Alors même si on a des choses assez surprenantes à dire dessus, moi j'étais assez surprise voilà du film en lui-même. Je suis une grande fan de Issa Rae, donc je vais essayer d'être indulgente pour le coup. Mais voilà, d'ailleurs, Lies, je te laisse faire un résumé du film pour ceux qui malheureusement ne l'auront pas vu. Alors, One of Them Days, c'est l'histoire de deux copines. Donc, on a Drew et Alyssa qui louent un appartement dans un immeuble majoritairement habité par des personnes de la communauté afro-américaine. Ça se passe à Los Angeles, c'est ça ? C'est ça. Ok, ouais. Donc on est toujours à LA, franchement avec Issa, on s'imagine toujours le décor de LA. Donc, toujours. Lorsque le petit ami de cette chère Alyssa, interprétée par Cizay, dilapide l'argent de leur loyer, les deux jeunes femmes sont sommées par leur propriétaire de payer la totalité de leur loyer, de leur mensualité du coup, sous peine d'éviction. Vraiment, voilà. Dehors. La menace, elle est posée dès le départ. Allez dehors. Allez dehors. Donc c'est marrant, en plus on a un gros chronomètre qui nous fait comprendre qu'on va être dans le feu de l'action là. Ouais. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire de ce film Kadi ? Alors, One of Them Days, pour moi, c'est un peu le même tempo que le film Friday. Peut-être que tu connais, avec Ice Cube et Chris Tucker, si je me trompe pas. Donc, on est vraiment sur la journée chaotique, quoi, sur deux meilleurs amis, voilà, qui sont là, qui chill, bon, tout va bien, jusqu'à ce qu'il y ait un événement, quelque chose qui vienne poser problème. Et donc, on est parti sur un tas d'événements sur une seule journée qui rend la journée complètement chaotique, complètement dingue. Mais surtout, on parle encore une fois de deux meilleurs amis, donc incarnés par Keke Palmer et Cizay. Donc, alors, Cizay, que bon, j'ai pas trouvé... J'ai pas trouvé la formule très intéressante, malheureusement. Voilà, peut-être que c'est un avis impopulaire. Peut-être que ceux qui l'ont vu ont trouvé que c'était une belle combinaison, mais moi personnellement, j'ai pas vraiment trouvé. Mais bon, voilà, c'est pas grave. La méthode Issa Rae, elle tourne beaucoup autour de l'amitié. Je pense que ça, tu l'as remarqué. Je confirme. Vous pouvez tous confirmer aussi. Ouais, d'ailleurs, à travers Insecure, elle a encore une fois abordé ce sujet de l'amitié. Et là, elle en profite de nouveau dans cette œuvre pour remettre l'amitié au centre. Alors, c'est d'ailleurs ce qui m'a le plus marqué dans ce film. Ça peut paraître surprenant, mais c'est la manière que Issa a, encore une fois, de mettre en scène l'amitié. Moi, je trouve que dans un sens, il y a un côté qu'on peut considérer par moments comme toxique dans la manière qu'elle a de mettre en scène l'amitié. Non mais rappelons les circonstances. On peut spoiler dans la mesure où beaucoup de personnes pourront pas voir ce film qui sortira pas dans les salles de cinéma en France. Il faut savoir que comment est-ce que l'argent du loyer disparaît. Les deux filles qui sont colocataires hébergent de manière officieuse le petit ami d'Alyssa, de Cizay, et c'est, comment on appelle ce genre de petit ami bancal là? Il a dilapidé l'argent. En fait, c'est-à-dire que la fille, elle est irresponsable. Ce genre de type, la fille, elle est irresponsable au point d'avoir confié l'argent de leur loyer à son petit ami, vraiment
qui au final fait ce qu'elle... Enfin, finalement, c'était bien fait pour elle. Moi. Dès le début, en fait, je me suis dit, bien fait pour toi. Donc oui, le caractère toxique de la amitié, il commence toxique, là. Voilà. Après, à d'autres moments, on se dit quand même que ça peut rester authentique. Voilà, dans le sens où on a tous eu, je crois, cette amie qui est une vraie galère. Une galère. Pour le coup, cette Alyssa... je pense que voilà, pour le coup, cette Alyssa, c'est une galère tout au long du film. Hein. Exactement. Pour ceux qui l'ont vu, vous vous rappelez que c'est abusé. C'est pas possible. Une go comme ça, tu sais que... Voilà, c'est toi qui trouves le point d'ancrage et la balance pour entretenir l'amitié, mais c'est souvent la personne derrière qui tu sais que tu vas devoir mettre du scotch partout, rafistoler ici à gauche à droite, et les questions de ça dans tout le film. Les questions de ça dans tout le film. Et bon, c'est peut-être l'aspect que j'aime le plus parce que c'est vrai que Issa, à travers cette amitié telle qu'elle décide de la mettre en scène, elle s'est quand même un peu renouvelée. Moi, je craignais un peu quand même qu'elle reprenne la formule Molly et Issa dans Insecure. Oui. Voilà. C'est aussi un duo qui avait d'ailleurs fait énormément parler sur tous les réseaux sociaux. Hein, voilà. Il y avait la team Molly, il y avait la team Issa. Des vraies reines. Disputaient. Voilà, c'était vraiment... C'était une période hyper géniale. Franchement, les saisons Insecure qui se sont enchaînées avec cette amitié en dents de scie où on se demande si à un moment donné, cette amitié elle va survivre. Hein. Ouais, et c'est purement réaliste. Et je pense que c'est la réalité de leur mésaventure, ce qu'elle met en scène, qui fait que les gens accrochent souvent. Oui. Quand tu t'approches, j'ai entendu un ami à moi, un garçon, tu vois, qui me disait ce qu'il a le plus kiffé dans Insecure et dans justement cette mise en scène de l'amitié, c'est en fait le passage à la vie d'adulte, tu vois. Oui. Donc c'est toute une génération qui est dans ces struggles-là, qui est en train de voir une très belle retranscription de de toutes ces nouvelles responsabilités. C'est ça. Et c'est ce qui met vraiment en jeu, en risque les amitiés quand tu deviens adulte, en fait. Oui, en fait, finalement, c'est relatable. C'est-à-dire que c'est Issa Rae, c'est là qu'elle est très très forte pour finalement mettre en scène des choses de la vie quotidienne dans lesquelles on peut tous s'identifier en fait. Et c'est vrai qu'à travers l'amitié, je suis totalement d'accord avec toi. Quand tu as ces changements, ce passage à la vie adulte, les nouvelles responsabilités, etc., certaines amitiés se fragilisent à travers ça. C'est exactement ça. Ouais. C'est vraiment le phénomène auquel on peut le plus s'identifier, quoi. Complètement. Et donc, alors c'est vrai que dans une interview, elle disait qu'elle définirait, par exemple, dans Insecure, l'amitié d'Issa et Molly comme authentique. Voilà, c'est les mots qu'elle a utilisés. Je sais pas si j'utiliserai le même mot pour Drew et Alyssa. Parce que ça reste quand même une fiction. On y amène plein de choses loufoques. Voilà. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que quoi qu'il arrive, encore une fois dans cette œuvre, elle arrive à remettre au centre la notion de communication en amitié, de pardon et surtout de deuxième chance. Voilà. Oui, c'est ça. Et quelle deuxième chance pour le 55e chance. Exactement. Surtout Enfin, il y a des situations dans lesquelles on n'a même pas envie de donner une deuxième chance, pour le coup. Ouais. Mais là, elle arrive quand même, Issa, à ramener cet aspect-là. Et ça, c'est ce qui rajoute la profondeur, en fait, justement, complètement à la relation des deux actrices. C'est vrai que autrement, de manière globale, je l'ai dit en début d'épisode, j'essaye de rester très light sur ce que je dirais du film globalement, parce que je m'attendais pas à ça. Voilà, encore une fois, j'ai vu l'affiche du film, j'ai vu la promotion du film. Bon, c'était aux États-Unis parce que malheureusement on savait qu'il allait pas sortir ici jusqu'à ce que la Brown Sugar l'annonce. Et puis moi je me disais j'espère qu'il va sortir sur une plateforme. Je m'attendais vraiment à quelque chose. Et puis finalement, j'ai pas retrouvé ce que j'en attendais. Mais voilà, on retrouve quand même la formule Issa. On la soutient quoi qu'il en soit, parce que c'est Issa Rae, parce qu'elle nous a fait de très très belles choses jusque maintenant. Vraiment. Et que son parcours, il est quand même vraiment spectaculaire. Spectaculaire. Très honorable. On la respecte énormément. Elle est en autoproduction, non ? Oui, il me semble. Et puis surtout, Issa, moi, ce que je trouve intéressant et ce que j'aime chez elle, c'est que peu importe que tu sois afro-américaine ou pas, tu t'identifies dans ce qu'elle fait. Quoi qu'il en soit, tu arrives à te retrouver dans ses œuvres. Je ne sais pas comment elle fait ça, mais en tout cas, tu t'y retrouves. Tu as l'impression de te voir. C'est ça. Comme dans Insecure, tu as l'impression de te voir. Donc, on passe à l'esthétique culturelle du film, d'ailleurs que j'aime pour ce film. Franchement, on remarque de belles choses.
remarque de belles choses dans le personnage de Alyssa et de Cizay. En fait, c'est vrai que moi, j'ai trouvé le film drôle dans l'histoire, en fait, qui est racontée, mais trop tiré par les cheveux. C'est vrai que moi, j'ai moins aimé l'absurdité des réactions vis-à-vis des situations. Et ça me rappelle, en fait, qu'il y a tout type de réactions chez les êtres humains, et que si elle l'a mis en scène, c'est que, comme on disait dans l'épisode précédent, ce n'est que le miroir de la réalité de notre société actuelle. Donc, il y a vraiment des personnes, elles sont freaky dans leur tête. Ouais. Mais ma foi... Ça, de ce point de vue-là, c'est réaliste. Je suis totalement d'accord. Et si c'est ce qui m'a frappée, c'est pas anodin. Je pense qu'elle a vraiment ouvertement mis en scène des personnages... les personnages principaux, c'est l'attitude très ratchet. Yes. Tu vois ce que je veux dire? Vraiment, on peut pas dire autre chose pour qualifier Alyssa Cizay. Donc, c'est un terme qui nous vient de l'argot américain. Qui a plusieurs sens. Donc, selon le contexte, c'est péjoratif à première vue. Hein, c'est utilisé pour décrire une femme perçue comme vulgaire, sans classe, grossière, voire débraillée. Donc, ratchet, à la base, c'est ça. En France, même, ça me fait directement écho. Dans les années 2010, on parlait d'une zoulette. C'est ça, non? Oui, c'est ça. Pour moi, l'équivalent d'une attitude ratchet, c'est une zoulette. Et ça désignait très clairement, donc c'est un terme péjoratif, là, dans un premier temps. Oui. C'est la connotation... Enfin, ça désigne un peu la fille de banlieue, tu vois. Oui, quand on parle de manque de classe, quand on parle de... ça désigne aussi une certaine classe sociale. Donc, on était principalement dans le viseur. Enfin, moi, personnellement, qui ai grandi en banlieue aussi, j'étais pas spécialement une zoulette, tu vois. Mais... au regard des autres, en tout cas, tu sais que si tu fais un peu de vagues, si tu bouscules quelqu'un, si tu cries, si tu t'affirmes un petit peu, tu vois. Parce que la définition, elle est large. Hein. Ouais, c'est ça. Prends garde à toi parce qu'il faut éviter d'être perçu comme une zoulette. Donc, c'était péjoratif. Il y a aussi la connotation culturelle qui est arrivée ensuite, qui désigne plutôt l'attitude provocatrice. Mais cette fois-ci, c'est vraiment... et là, c'est beaucoup plus récent Enfin, dans ce qu'on observe, ce qu'évoque l'attitude de ratchet, aujourd'hui, c'est plutôt l'attitude provocatrice, mais qui revendique une fierté, donc l'affirmation de son identité. Donc, c'est omniprésent aujourd'hui dans la culture hip-hop, popularisé par les réseaux sociaux. Et quand on prend la culture hip-hop, encore une fois, là, c'est beaucoup plus précis. On parle de l'héritage et le patrimoine de la communauté afro-noire-américaine, tu vois. Donc, pour moi, l'esthétique ratchet, c'est l'histoire de l'émancipation des filles de banlieue, quelque part. Donc, issues des quartiers populaires, issues de ce milieu-là, c'est même politique à mes yeux, parce qu'on est sur un état d'esprit, en fait, qui cherche à se libérer, en fait. Se libérer de quoi? C'est remettre en question tous les codes conventionnels qui sont mis en avant et qui sont créés, qui sont montés par les institutions bourgeoises et qui viennent pointer du doigt tout ce qui va être non conforme à ce qui correspond à être la femme bien en société. Donc, ça va être la posture... Je ne vais pas être l'idée que vous vous faites de la beauté conventionnelle ou en tout cas des codes de beauté conventionnelle. Complètement. Je ne vais pas être ça. C'est ce message-là. C'est un état d'esprit qui affirme que je vais remettre en cause par mon existence, par qui je suis, en occupant l'espace, je vais remettre en cause cette injonction du maquillage discret avec ne pas paraître trop agressive. C'est la posture douce, élégante, présentable. Je mets des guillemets partout, hein, mais quand on parle des codes, des injonctions sociétales, c'est vraiment ça. C'est ne pas imposer ses idées trop fortement. Ça va très loin jusqu'à ne pas être perçue comme menaçante sur le plan professionnel. Parce que finalement, c'est directement ce que ça implique, tout ça. Et je sais qu'à ce moment-là, on est en train de visualiser. On a déjà une image en tête. Oh oui. Est-ce qu'on pense pas à Aya? Oui. Est-ce qu'on pense pas à la Queen, à la reine de France, comme on l'appelle si bien, parce qu'elle incarne totalement cette nouvelle image de cette attitude ratchet, ce mindset très ratchet. Même si alors il y a quand même on va dire un côté très lisse, voilà, peut-être beaucoup plus lisse qu'à une époque pour elle. C'est-à-dire que il y a l'aspect un peu sophistiqué qu'elle est venue ramener quand même incorporé à l'intérieur, mais tout en gardant quand même cette esthétique ratchet. Complètement. Aujourd'hui, ça se revendique carrément cet état d'esprit. C'est
c'est un style, en fait, quand je donne l'image de Aya Nakamura, c'est parce que c'est l'exemple de cette personne qui a un style, cet artiste qui est très connu, un style extravagant, des tenues moulantes, colorées, décontractées, avec des accessoires bling-bling, parce qu'elle s'en cache pas aussi. Elle aime le luxe, elle parle des choses comme ça, elle le dit, tu vois. Et donc, et tout ça, ça exaspère la haute société, tu vois. Parce que pour le coup, Aya, c'est juste une artiste chill, tu vois, qui a fait son travail. Et son talent, en fait, a bousculé sa carrière, l'a propulsée. Et elle résonne aujourd'hui mondialement. Oui. On peut juste l'associer principalement à la scène artistique, à la scène musicale française. Et a fortiori, du coup, ça la propulse dans cette sphère élitiste. Et pourtant, Aya, elle adopte une posture confiante, authentique, qui s'affirme. Et c'est ce combo-là, tu vois, qui autrefois était paradoxal, mais c'est cette attitude ratchet-là, ce mindset très authentique qui ne cherche pas du tout à se fondre et à intégrer, à mimer les codes de la haute bourgeoisie. Parce qu'elle pourrait. Aujourd'hui, elle pourrait très bien. C'est même l'objectif, finalement, qui est souhaité de l'autre côté du périphérique. Si on peut vraiment illustrer ça comme ça, ce qu'on attend d'une personne des banlieues qui s'émancipe et qui a une brillante carrière, ce serait d'adopter, de se fondre, vraiment d'assimiler les codes et les attendus, les codes conventionnels de la bourgeoisie et des sphères élitistes. Et c'est pas du tout ce qu'elle revendique. Au contraire. C'est ce qui fait justement de sa démarche une revendication. Je pense que beaucoup ne seront peut-être pas d'accord avec nous sur ce point, mais il y a vraiment un aspect revendication derrière le style ratchet. On le voit, tout le monde le remarque sur les réseaux sociaux. Elle rejette en fait d'enfiler ce masque-là. Et le terme ratchet, depuis plusieurs années, il est, comme je disais, revendiqué. Il a été popularisé par les artistes comme Nicki Minaj, comme Cardi B, Megan Thee Stallion. Et on a globalement, en fait, cette influence-là qui a servi de conducteur à travers le hip-hop, à travers la mode urbaine aussi. On se rend compte que l'influence ratchet, elle s'est popularisée. Si bien qu'on observe de plus en plus les populations issues de milieux sociaux, du coup, complètement différents à toute cette culture-là, mimer littéralement les traits de caractère, donc les accents, les expressions, les codes vestimentaires issus de... Et même globalement, c'est par l'influence considérable des cultures hip-hop, mode urbaine, que toute cette influence ratchet-là s'est popularisée. Si bien qu'on observe de plus en plus la population issue des milieux et classes supérieures mimer littéralement les traits de caractère de ces classes sociales-là inférieures. Donc on a les accents, les codes vestimentaires, tout ce qui est issu de la rue. Aujourd'hui, vraiment, ça s'est mimé de l'autre côté. Enfin, on observe ça de plus en plus et c'est vrai. C'était autrefois, comme je disais, il y a vraiment ce paradoxe-là, comment les choses évoluent. Autrefois, c'était les codes associés vraiment aux populations marginalisées économiquement. Et c'était même un facteur d'identification sociale qu'aujourd'hui, on n'a pas du tout de souci à observer, voyager, se balader de classe en classe. Ouais, c'est vrai. Donc voilà. Et ça date pas d'hier, donc cette fascination pour l'authenticité, le vrai, dans notre société où les stigmates sociaux pèsent sur les jeunes qui cherchent à se démarquer, ils adoptent en fait tout simplement les codes des autres communautés, des autres milieux et classes sociales inférieures parce qu'ils cherchent à rejeter tout simplement leur code bourgeois traditionnel. On avait la caricature, tu sais, du phénomène des rockers souvent ou des personnes qui sont très aisées mais qui vont avoir des pensées d'extrême gauche. C'est vraiment ce message-là, chercher à rejeter en fait les codes traditionnels bourgeois. Et donc vraiment, ça date pas d'hier. Mais voilà, c'est comme ça qu'aujourd'hui, l'industrie de la mode et du divertissement, elle récupère et capitalise sur ces styles pour être dans la tendance de l'authenticité, le vrai. Parce que dans notre société actuelle, en fait, hyper médiatisée, le brut, la spontanéité, c'est valorisé. Même si c'est esthétisé, c'est ce qu'on va valoriser. Et c'est une forme d'appropriation culturelle. Ça relève en fait de ce paradoxe-là qui est tendu entre la stigmatisation des milieux populaires et les tendances actuelles, c'est vraiment... voilà. Dans les tendances actuelles, on n'a pas le maquillage 9 de I, je crois. Ah oui. C'est comme ça 9 de I, c'est ça? C'est ça. Ouais.
je maîtrise pas cette appellation-là parce que franchement, j'ai pas envie de faire à l'ancienne, mais il y a des choses qui m'échappent des fois sur les réseaux sociaux. Mais de ce que j'ai retenu, on sait déjà que c'est une référence à Booba. Voilà, pour moi, 9-2-I, c'est aussi une certaine fétichisation pour moi de la femme maghrébine parce que 9-2-I, ça me fait penser au morceau 9-2-I Véron qui avait été repris par Lina Mayem à l'époque. Et en fait, avec les réseaux sociaux et les filles qui écoutent du rap et qui se maquillent, etc., en fait, on a ce starter pack de la Go 9-2-I. Donc, c'est la fan de Booba, la jeune avec un maquillage très Kim Kardashian et tout. Et donc, c'est devenu une tendance aussi. Et c'est devenu une tendance aujourd'hui, de toute façon, avec les tendances de maquillage et tout ce qui va exprimer la féminité. C'est tout de suite récupéré pour étiqueter les femmes. Moi, je vais définir l'esthétique 9-2-I. La jeune fille, ça va être celle qui se montre sur les réseaux sociaux en faisant des covers et des reprises de Booba. Ça me fait penser à... Dans l'inconscient, ça stigmatise directement, je pense, toutes les filles qui ont... fan de Booba qui se maquille un peu avec le maquillage un peu façon Kardashian, toujours cette fille de banlieue là, tu vois, qui est fétichisée. Je sais même pas d'où vient, où prend naissance ce type d'appellation. Ça naît des réseaux sociaux encore une fois. Toutes ces choses là. C'est des tendances, tout simplement. Mais en tout cas, c'est vrai que toute cette esthétique ratchet, on la retrouve dans cette œuvre de Issa Rae. Nous, ça nous semblait important, un peu de recontextualiser, d'expliquer. C'est le contexte de base, hein. Il faut nous suivre. C'est ça. Non, il faut nous suivre. C'est vraiment ce qui est mis à l'image dans le personnage d'Alissa. On la voit avec justement l'extravagance, des jeans taille basse, des crop tops, les longs ongles. Elle est dans vêtements moulants, elle porte des choses flashy, elle a une wig. Vraiment, elle a du style. Et il n'y a pas qu'elle, il y a d'autres personnages aussi dans le film qui sont mis en lumière à travers cette esthétique-là, ce style-là. Et c'est, en fait, voilà, elle est vraiment mise en scène pour, déjà, je décrivais son apparence physique. Donc, ce sont des choix vraiment stratégiques pour désigner, mais c'est associé, en tout cas, à un personnage, c'est une femme irresponsable, tu vois. C'est une personne qui est plus préoccupée par garder sa relation, garder son mec qui la trompe avec une nana tout aussi ratchet qu'elle. Tout aussi ratchet, vraiment, parce que on les voit se bagarrer, parce qu'elles ont le même mec, on les voit, alors qu'à la base, et c'est ce qui à chaque fois l'empêche de revenir à ses responsabilités et de payer son loyer finalement. On la met en avant comme une personne complètement bancale, donc on a l'impression qu'elle est perdue, etc. Mais Issa nous rappelle que ça reste une personne qui manque peut-être de repères et qui a du mal à visualiser ses pleines compétences et son plein potentiel, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est une très très grande artiste peintre. Ouais. Et c'est d'ailleurs par cette voie-là en fait qu'elle va réussir à résoudre ses problèmes, c'est en retombant sur ses pattes et en revenant à l'essentiel sur son autosuffisance finalement. Et ben finalement, il y avait des choses à dire sur cette œuvre, malgré ce qu'on a pu en penser sur le coup. Toi, tu donnerais quoi comme note à One of Them Days ? Franchement, je vais pas mentir, je mettrais un 5,5 sur 10 parce que je m'attendais à rien, en fait. Ouais. Je m'attendais à rien, mais moi, je suis irritée par l'attitude de Zoulette, là. Quand tu dois te concentrer et tout, ah non, moi je supporte pas. Je sais pas comment. Moi, j'aurais pas tenu l'amitié. On aurait dû faire une thérapie avec nos tantines pour que je pardonne à la pote là. Mais pour moi, ce qu'elle fait, c'est relou. Ouais. C'est relou. Elle est vraiment, c'est celle qui t'embourbe dans les problèmes. Donc au final, elles sont attachantes, mais je le reverrai pas une deuxième fois. Tu vois. Pareil. Je mets un 5 et effectivement, je le reverrai pas une deuxième fois, mais je continuerai de suivre tout ce que Issa Rae fait parce que. Mais le travail reste hyper intéressant. Son approche, ce qu'elle met en scène, c'est toujours honorable. Toujours. En tout cas, Kadi et moi, on était ravis de vous avoir sur ce deuxième épisode. Ravis. Vous étiez sur Frequencies, le média qui aborde des sujets de société à travers la pop culture. Restez connectés parce qu'on revient très vite avec un nouvel épisode. Très, très vite. À bientôt. Prenez soin de vous. À bientôt. Bye.